L'Afrique a une longue histoire. C'est le berceau de l'humanité. C'est sur ce continent que l'on a découvert le crâne de Toumaï, l'ancêtre de l'homme. Je vais te raconter l'histoire d'un pays au cœur de l'Afrique, le Congo. Il y a plusieurs milliers d'années, y vivaient des ancêtres de l'homme actuel, que l'on appelle des hominidés. Est-ce cette époque que l'on appelle préhistoire? Oui, la lointaine préhistoire. Elle est divisée en 3 grandes périodes, l'âge de pierre ancien, moyen et récent. Au Congo, les archéologues ont découvert des outils en pierre taillée, datant de l'industrie du Sangoan entre 70 000 et 40 000 avant Jésus-Christ. Ce sont des galets aménagés, des bifaces. Mais ces ancêtres vont progresser. C'est vrai, ils ont fait évoluer leurs outils. Pendant le Lupambien, il y a eu les pointes de saguet en forme de feuilles. Puis, au Tchitolien, les outils deviennent plus petits et sont polis, comme les pointes de flèches. Des flèches? Des saguets? Est-ce que ce sont des chasseurs? Oui, ils chassent, ils pêchent, cueillent des baies et des fruits. Ils sont nomades. Ils se sédentarisent ensuite au néolithique, de moins 3000 à moins 1000 environ, pratiquent l'agriculture et l'élevage. La poterie et la métallurgie sont inventées. Si les archéologues ont réussi à percer quelques énigmes, d'autres restent entières. Au fond de la forêt se cache un grand mystère. Tu veux parler des Pygmées, le peuple de la forêt? Oui, ils en connaissent tous les secrets. On dit qu'ils possèdent des pouvoirs magiques. Ils sont de petite taille, habitent dans des huttes de feuilles et de branches. Leur façon de vivre n'a pas changé. Ils cueillent des baies, récoltent du miel et chassent le gibier. Les Pygmées sont-ils les ancêtres? Que représentent les Bantous? Beaucoup de Congolais descendent des Bantous. Il faut parler de leur grande épopée. Il y a 3 à 4 000 ans environ, les Bantous migrent depuis les hauts plateaux des actuels Nigeria et Cameroun, appelés Grassfield, pour aller vers le sud et l'est. Au premier millénaire, 2 zones de peuplement sont connues, la région des Grands Lacs et le plateau oubanguien, d'où proviennent la plupart des populations du Congo d'aujourd'hui. Les Bantous sont nombreux. Ils migrent lentement pendant des siècles, puis se sédentarisent. On les trouve aujourd'hui dans toute l'Afrique centrale et une grande partie de l'Afrique orientale et australe. Bantou est le pluriel de Muntu, qui signifie homme. Mais les Bantous, c'est aussi la langue. C'est vrai, les peuples bantous parlent des langues qui possèdent les mêmes racines. Au Congo, ils forment 4 groupes linguistiques qui sont aussi des aires culturelles. Au nord, les Kaka et les Oubanguiens forment 2 autres aires culturelles. Il existe donc 6 aires culturelles? Oui, au sud du pays, les Congo et les Téké sont apparus au 7e et au 8e siècle. Ensuite, au 15e et 16e siècle, les Ngala se sont installés dans la cuvette congolaise. Aux mêmes époques, les Makas occupent le nord-ouest, suivis par les Kaka et les Oubanguiens à la fin du 18e siècle. Congo, Téké, ce sont des Bantous qui sont à l'origine des grands royaumes. Raconte-moi les grands rois des temps anciens. L'ère des grands royaumes congolais s'étage entre le 9e et le 19e siècle, même si certains perdurent encore aujourd'hui. Les royaumes de Makoko, de Congo, de Luango sont des éléments fondateurs de notre pays. Le plus ancien, le royaume de Makoko, est né au 9e siècle et occupe un territoire immense. Le souverain s'appelle le Makoko. Et comment se nomme son peuple? Les Téké, les habitants de son royaume, vivent dans différentes communautés, mais appartiennent tous au groupe Téké. Quel était le plus célèbre des Makoko? L'un des plus connus est Ilo Ier, qui règne de 1874 à 1892. On le vénère presque comme une divinité. On le dit même doué d'une grande sorcellerie. Dans sa capitale, Mbé, entouré de ses conseillers, il bénéficie d'une fortune considérable.
Son territoire est découpé en entités administratives, comme un État moderne. Et connais-tu l'histoire de João Ier, roi de Congo? Il s'appelle en vérité Muzinga Ankuru, mais prend ce nom par amitié pour le roi du Portugal. Oui, car il est le premier monarque de Congo à rencontrer des navigateurs portugais au XVe siècle, en 1482 exactement. À cette époque, sa capitale, Mbanza-Congo, est une cité prospère. C'est une longue dynastie que celle des rois de Congo. Le royaume existe déjà probablement depuis le IXe siècle, mais il est à son apogée à partir du XIe siècle. Le territoire est bien organisé, avec des provinces placées chacune sous le contrôle d'un gouverneur. Le Mani-Congo règne avec un pouvoir absolu. Son trône a souvent fait l'objet de rivalités entre les différents héritiers. En 1665, une bataille de succession terrible a lieu à Ambuila. Avec ses milliers de morts, elle déstabilise si bien le royaume qu'elle précipite sa fin au XIXe siècle. Parle-moi encore d'autres royaumes. Il y a celui de Loango, fondé au XVe siècle, mais il est beaucoup moins vaste que le Makoko. Comment vit-on à la cour du roi de Loango au XVIIIe siècle? L'étiquette est très rigoureuse. Le roi, le Maloango, est entouré de dignitaires. Makaka, ministre de la guerre, Mafuka, ministre du commerce, Masafi, ministre des finances. Le pouvoir royal est transmis par les femmes. Seuls les fils des sœurs ou des cousines du roi peuvent accéder au trône. Il existe d'autres seigneuries ou royaumes? J'ai entendu parler des Mboshi. Eux aussi avaient un roi? Plutôt un chef, un Kani. Il détient ses pouvoirs de Nzambé, Dieu, par l'intermédiaire des esprits des ancêtres. Il peut agir sur les pluies comme sur le cœur des hommes en arrêtant les querelles. Les Mboshi s'installent dans la cuvette congolaise entre les XVIe et XVIIe siècles et s'organisent en seigneuries indépendantes. Mais dans cette cuvette a aussi régné Ngobila, le roi de l'eau. Il est l'ancêtre mythique d'Engala et aussi le héros fondateur de la nation Bobangi. Les Bobangi ont la réputation d'être de véritables flibustiers sur les affluents du Congo. Ce sont d'habiles commerçants. Ils sillonnent les cours d'eau en pirogue pour acheter de l'ivoire. Mais ils jouent aussi le triste rôle de rabatteurs d'esclaves pendant la traite négrière dès le XVIe siècle. L'esclavage. N'est-ce pas ce qui a signé la perte des anciens royaumes du Congo? En effet, après l'arrivée des Portugais, à la fin du XVe siècle, des alliances commerciales se créent entre les Européens et les royaumes de Makoko, de Congo et de Luango, qui sont les plus importants de la région. Ils échangent de la pacotille contre des esclaves. C'est le commerce triangulaire. Des hommes, des femmes et même des enfants sont vendus aux Européens qui les envoient aux Amériques pour travailler dans les plantations. Et en quelques générations, le bassin du Congo se dépeuple. 400 ans de traite humaine ont ébranlé les sociétés et les cultures. Elles ne sont plus alors en mesure de faire face à une nouvelle menace, la colonisation. À la fin du XIXe siècle, l'Europe, en pleine révolution industrielle, est en quête de nouvelles matières premières et de débouchés commerciaux. Et l'Afrique est le nouvel horizon à découvrir et à exploiter. Au Congo en particulier, la France envoie l'explorateur Pierre Savournian de Brazza. Il signe de nombreux traités, dont un accord avec le Makoko Ilo Ier en 1880, qui permet ainsi l'occupation d'une partie de ces terres. Brazza, comme Brazzaville, notre capitale? Oui, Savournian de Brazza crée une station de colonisation à Mfwa. Ce village téké de la rive droite du Pumbo prendra le nom de Brazzaville en 1881. Ainsi, les chefs africains ont accepté l'installation des Européens aux portes de leur cité? Il s'agit au départ de partenariats, de traités d'amitié. Mais le ton change lorsque les Français commencent à se considérer comme les maîtres légitimes de ces terres ancestrales et se mettent à organiser le territoire avec toute une série de décrets. Où s'installent finalement les Français? Sur toutes les terres situées entre la cuvette congolaise au nord et l'Atlantique au sud.
Le 30 avril 1891, les possessions françaises d'Afrique centrale prennent le nom de Congo français. En 1906, il est subdivisé en 3 colonies, le Gabon, le Moyen-Congo et l'Oubangui-Chari. En 1910, ces 3 colonies, ainsi que le territoire militaire du Tchad, forment l'AEF, l'Afrique équatoriale française. À cette époque ont lieu des soulèvements importants. Les Congolais n'acceptent pas l'autorité de l'administration coloniale et le travail forcé. De nombreuses résistances armées ont lieu et durent longtemps à travers tout le pays. Une figure se détache, celle du militant et leader politique André Matsoa. Mais hélas, ces résistances sont vite réprimées car les fusils des Français bénéficient d'une cadence de tir 10 fois supérieure. La vie est difficile à l'époque coloniale ? Mais oui, en 1910, le régime dit de l'indigénat instaure le travail forcé, et puis il y a les taxes obligatoires, les mauvais traitements envers la population. Et il y a aussi l'histoire du chemin de fer, le Congo-Océan, qui rallie Brazzaville au port de Pointe-Noire. Débuté en 1920, sa construction est un enfer. Cela dure 13 ans et coûte des dizaines de milliers de vies humaines. D'autres aménagements se poursuivent au Moyen-Congo. Routes, ports, hôpitaux, lycées, barrages, industries, jusqu'à la veille de l'indépendance. L'indépendance ? Un vent de révolte gronde-t-il à cette époque ? La Deuxième Guerre mondiale, qui ébranle toute l'Europe à partir de 1939, va servir de tremplin à l'indépendance. En 1940, les territoires du Tchad, du Moyen-Congo et de l'Oubangui-Chari se rallient à la France. Sous l'égide du général de Gaulle, Brazzaville devient la base de la reconquête de la France, alors occupée par les Allemands. En 1944, la conférence de Brazzaville est organisée pour réfléchir au sort des colonies après la guerre. Je crois que c'est le moment où le nationalisme congolais prend corps. Des partis politiques apparaissent. Oui, Jean-Félix Tchikaya est le premier député congolais à siéger à l'Assemblée constituante en 1945 à Paris. Il fonde en 1946 le PPC, le Parti progressiste congolais. Les colonies deviennent des territoires d'outre-mer et les Congolais des citoyens français. Mais il faudra attendre 1956 et la loi cadre de Gaston Defferre pour que tous aient le droit de vote. Et l'indépendance ? C'est l'abbé Fulbert Youlou, premier président de la République élu en 1956, qui proclame l'indépendance le 15 août 1960. La capitale, Brazzaville, résonne aux accords de la Congolaise. Le mandat de Fulbert Youlou est de courte durée. Quand il prône le parti unique, cela génère des tensions. Des mouvements de protestation ont lieu pendant 3 journées appelées les 3 Glorieuses. En août 1963, Fulbert Youlou démissionne. Après un gouvernement provisoire, un nouveau régime de gauche prend la suite en décembre 1963 avec à sa tête Alphonse Massamba Deba et comme Premier ministre Pascal Lissouba. Un parti unique est instauré, le MNR, Mouvement national de la Révolution, avec étatisation de l'économie. Il ne restera pas très longtemps au pouvoir non plus, puisqu'en 1968, c'est l'insurrection. Insurrection qui ouvre la voie à Mariem Ngouabi. Il devient président et remplace le MNR par le PCT, Parti congolais du travail. Le pays s'appelle désormais la République populaire du Congo. Mais ce n'est pas la stabilité pour autant, car je crois que Mariem Ngouabi connaît un destin tragique. Il est assassiné en 1977 et brièvement remplacé par le colonel Jacques-Joachim Yombi Upango. En 1979, le PCT porte au pouvoir Denis Sassou Nguesso, qui avait déjà été ministre de la Défense. Le Congo se construit, évolue. Le pétrole, le bois sont exploités.
Pointe-Noire devient une ville industrielle. En 1992, des élections présidentielles ont lieu. Et c'est Pascal Lissouba qui est élu. Une phase de conflit de plusieurs années s'ouvre alors pour le Congo.